Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet qui revient souvent en médecine du comportement, c'est l'impact des maladies hormonales, des maladies endocriniennes sur le comportement. Et en introduction de cet épisode, je voulais vous parler d'un cas que j'ai eu récemment, d'une chienne, et la dame justement s'interroge à la suite d'un bilan sanguin chez son vétérinaire traitant sur la possibilité d'avoir une maladie hormonale, donc ici une hypothyroïdie. Donc cette chienne, en fait, elle a des comportements un peu gênants en laisse, elle a tendance à attaquer les gens, mais elle a aussi d'autres symptômes physiques. Elle a par exemple les yeux rouges, elle a une perte de poils, la dame décrit qu'elle peut avoir un peu froid de temps en temps, qu'elle a des troubles digestifs avec des vomissements, de la diarrhée, et puis qu'elle a aussi des taches sur la peau. Donc elle décrit à la fois des troubles du comportement, de l'agressivité, des troubles dermatologiques, et des troubles digestifs. Et donc, cette propriétaire m'a envoyé un message pour savoir si je pensais qu'il pouvait y avoir une maladie hormonale sous-jacente. Et ça tombe bien, puisque l'épisode du jour, on a décidé de le faire avec un confrère vétérinaire qui est justement spécialiste de médecine interne. Et je lui ai dit, écoutez, je vais lui poser la question directement, ce sera encore plus simple. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le docteur Maxime Courte. Maxime, bonjour. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Merci à toi pour ton temps et d'être venu jusqu'à nous. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous présenter un petit peu ton parcours et ta spécialité ? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis vétérinaire, je suis un camarade de promo de Mathilde. J'ai fait mes études à l'école d'Alfort et j'ai poursuivi à la suite de mes études, après quelques pérégrinations, par une résidence. Donc c'est un parcours de spécialisation dans le domaine de la médecine interne. Et la résidence, elle permet d'obtenir à la fin, après le fait d'avoir passé un examen, le titre de spécialiste dans une discipline. Et donc, pour ma part, de spécialiste en médecine interne. Et depuis cet examen, j'exerce à l'école vétérinaire toujours comme enseignant clinicien actuellement dans le service de médecine interne. Et oui, c'est un invité de marque qu'on a dans Vétologie aujourd'hui. Alors, juste une question pour commencer, c'est peut-être un peu bête, mais qu'est-ce que ça désigne médecine interne ? C'est une question qu'on entend souvent et je pense que tu seras le mieux placé pour nous l'expliquer. Oui, c'est une question en effet qui revient régulièrement. C'est vrai que c'est un peu vague ce terme. La médecine interne, c'est une spécialité et c'est la spécialité qui s'intéresse principalement au diagnostic, mais aussi à la prise en charge médicale des maladies. Et ces maladies, elles sont souvent systémiques, c'est-à-dire qu'elles touchent l'ensemble de l'organisme. Elles peuvent toucher plusieurs organes à la fois. Elles peuvent être de différents ordres, infectieuses, inflammatoires, auto-immunes, parfois néoplasiques, tumorales. Et donc, à travers ça, c'est aussi la discipline qui s'intéresse à des maladies frontières, c'est-à-dire qui touchent plusieurs disciplines entre elles, qui rassemblent plusieurs disciplines entre elles, et qui s'intéressent souvent à des cas complexes, des cas qui peuvent poser problème en termes de diagnostic. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est un mélange de plein de choses, la médecine interne. Et c'est aussi pour ça que nous, en comportement, on fait souvent appel aux internistes, parce qu'on a besoin de leur aide pour diagnostiquer et prendre en charge certains des animaux qu'on suit. Et c'est vrai que souvent, nous, on a cette question des maladies hormonales et notamment, on va le dire, de l'hypothyroïdie qui revient souvent. Et cette propriétaire dont je parlais en introduction, elle a fait sa recherche sur Internet, comme tout le monde fait maintenant. Et c'est vrai que sur Internet, on trouve plein d'infos sur un diagnostic de cette maladie, l'hypothyroïdie, avec des questionnaires, des grilles, des symptômes. Est-ce que c'est possible pour toi de diagnostiquer ces maladies comme ça ? Non, c'est des maladies dont l'exploration est vraiment compliquée. Et quand je dis exploration, elle commence d'abord par le questionnaire du propriétaire, l'examen clinique de l'animal. Et c'est des maladies qui sont difficiles à approcher. Bien sûr que se poser des questions sur la présence ou pas de signes cliniques, ça fait partie de l'approche et de la démarche quand on essaye d'approcher ces endocrinopathies, ces maladies des hormones. Donc une endocrinopathie, c'est une maladie hormonale. Mais ça nécessite vraiment, je pense, un questionnaire
direct, un échange avec le propriétaire, parce que c'est pas uniquement les réponses expliquées, explicitées avec du texte qui sont importantes. C'est important de percevoir, à mon avis, des choses comme l'expression faciale, les allers-retours des gens qui parfois au cours d'une même consultation disent une chose puis l'inverse, et qui utilisent plein de modes de communication différents, autre que juste la substantifique moelle de ce qu'ils disent avec des mots. Donc non, je pense que, en particulier dans l'approche des maladies hormonales, chez le chien et chez le chat, c'est vraiment important d'avoir un propriétaire en face de soi et de pouvoir récolter un historique et une perception des signes cliniques qui soit la plus fine possible, parce que c'est vraiment ça qui va orienter au maximum le diagnostic. Ça, on sort un peu du cadre de l'hypothyroïdie, mais c'est vrai pour en réalité toutes les maladies hormonales et même au sens large toutes les maladies. Un test diagnostique, il ne s'interprète donc on parlait de l'historique à l'instant, mais on peut aussi parler du test diagnostic. Un test diagnostic et une réponse à une question ne s'interprètent qu'à la lumière d'un degré de suspicion. C'est-à-dire que on peut tout remettre en question et dire tout et son contraire. L'essentiel, c'est de synthétiser l'ensemble des informations pour arriver à un degré de suspicion clinique. C'est vrai que moi j'avais mon prof de médecine interne à Lyon, puisque moi je ne suis pas alforienne mais lyonnaise, et qui disait qu'on soigne un animal et pas une analyse ou un résultat d'analyse. Exactement, on peut le résumer comme ça, et c'est vrai que c'est vrai en particulier pour certaines grilles d'évaluation des signes cliniques. C'est des outils qui sont intéressants et importants parce que ça permet aussi d'avoir une évaluation à un moment qui est objective de la situation, et une évaluation souvent par le propriétaire, mais à un moment une évaluation qui est objective. C'est aussi important parce que ça peut servir après dans le suivi thérapeutique pour continuer à suivre avec une valeur de base initiale. Donc bien sûr que ces grilles et ces questionnaires formulés aux propriétaires sont importants et trouvent leur place, mais ce n'est qu'une petite partie de tous les outils qu'on a pour aborder ces maladies et pour les diagnostiquer. Ok, et donc on sait que par exemple les problèmes de thyroïde dont on parlait en introduction peuvent avoir des manifestations comportementales. C'est très décrit en médecine humaine. Les gens qui sont hyperthyroïdiens décrivent notamment des crises d'angoisse. On a plein de manifestations comportementales comme ça en médecine humaine. Il y a assez peu de raisons de penser qu'on n'en ait pas en médecine vétérinaire. Est-ce que toi qui diagnostiques régulièrement des hypothyroïdies, tu constates justement ces troubles du comportement? Est-ce que les propriétaires te décrivent des modifications comportementales avant traitement et aussi après traitement, avec des améliorations après traitement? Donc oui, en effet, je pense que toutes les personnes qui font de la médecine interne, de l'endocrinologie vétérinaire et qui voient des chiens suspects de présenter une hypothyroïdie ou présentant une hypothyroïdie, oui, je pense que tout le monde s'accordera à dire qu'il est attendu que chez ces chiens, il y ait des manifestations comportementales qui peuvent être, quand je dis comportementales, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire que ça peut être des troubles du comportement, ça peut être des altérations du cycle jour-nuit, ça peut être une réduction du degré d'activité. Je pense par contre que dans la majorité des cas qui nous sont présentés à nous au service de médecine interne, c'est pas le motif d'appel. Ça va être un motif qui va nous pousser et nous encourager dans notre recherche d'une hypothyroïdie, mais c'est rarement le motif, voire jamais en réalité le motif d'appel, sauf si le chien nous est envoyé par quelqu'un qui a suspecté sur le plan comportemental une hypothyroïdie, ce qui ne m'est jamais arrivé encore. Donc oui, en tout cas, il est attendu. L'hormone thyroïdienne, c'est une hormone. Donc, si on reprend un petit peu l'hypothyroïdie, l'hormone thyroïdienne, elle est synthétisée par la thyroïde, qui est une glande qui est présente sur le cou des mammifères, donc juste à côté de la trachée. Et cette thyroïde, elle produit plusieurs hormones, principalement la T4 et la T3. Sous l'action d'une glande du cerveau qui commande à cette thyroïde de fabriquer de l'hormone via l'action de la TSH. Et la T4, synthétisée donc tout au long de la journée, elle va avoir plein d'actions sur plein d'organes. Et en réalité, tous les organes peuvent être affectés par un défaut de synthèse en hormones thyroïdiennes. Les muscles, le cœur qui est un muscle, les adipocytes, donc les cellules grasses, les cellules musculaires, les cellules endocrines, donc d'autres cellules qui fabriquent des hormones, les cellules intestinales, bref. On peut à peu près sur tous les tissus de l'organisme envisager une action de l'hormone thyroïdienne. Et donc nécessairement, oui, sur le système nerveux, bien sûr qu'il y a des modifications.
Pour ce qui est rapporté, en tout cas, si on suit de ce qui est écrit dans les livres de médecine interne, c'est plutôt des modifications en diminution. Ça va être une réduction de l'activité, une tendance à la prostration, au refus d'interagir, avec une perte d'envie générale. Et c'est pas vraiment, et moi je n'ai jamais été confronté à ça, c'est pas vraiment rapporté d'agression ou de comportement agressif. Alors que, arrêtez-moi si je me trompe, mais quand on parle d'hypothyroïdie en médecine du comportement, c'est plus souvent pour explorer des troubles de l'agressivité, ou pas forcément. Si, ça fait partie effectivement des choses que certains vétérinaires vont rechercher chez les chiens qui ont des comportements d'agression. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de symptômes plutôt en hypo, donc des chiens plutôt peu actifs, etc. Et j'ai déjà été confrontée à des cas où le chien était plutôt, entre guillemets, hyperactif, ou en tout cas qui avait beaucoup de comportements en hyper, et où les propriétaires étaient demandeurs de recherche d'hypothyroïdie. Donc là, pour toi, ce serait vraiment un cas où, en tout cas, on y croit peu. On y croit très peu. Pour ce qui est de l'état des preuves, si on parle de la médecine basée sur les preuves, à ma connaissance, il y a, à part quelques éventuels rapports de cas qui sont assez douteux dans les modalités d'exploration et de confirmation de l'hypothyroïdie, à ma connaissance, il y a peu ou très peu de cas clairement avérés de chiens hypothyroïdiens qui présentaient des troubles de l'agressivité. Ok. Et est-ce que c'est une maladie fréquente, l'hypothyroïdie ? Non, en réalité, c'est plutôt une maladie rare. Je dirais qu'ici, donc à Alfort, on est un centre spécialisé. On voit donc beaucoup de cas rares, ce qui peut aussi induire un biais parfois dans notre recrutement. Mais on est censé voir des cas même rares plus fréquemment que dans d'autres centres. Et pourtant, même pour nous, ça reste un diagnostic assez peu fréquent. Il y a quelques cas par an, pas beaucoup plus que ça probablement. Ouais. Ça remet un peu les choses en perspective quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du quotidien, quoi. Merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que ça éclairera un petit peu nos auditrices et nos auditeurs sur le sujet. Et du coup, on parle d'hypothyroïdie depuis le début. Évidemment, elle a son pendant qui est l'hyperthyroïdie, donc un excès d'hormones thyroïdiennes. Est-ce que ça, tu en vois chez quelles espèces et avec quelles manifestations comportementales ? Alors ça, pour le coup, c'est autrement plus fréquent. L'hyperthyroïdie, c'est autrement plus fréquent. Si on doit clore le chapitre du chien, l'hyperthyroïdie chez le chien, c'est vraiment rare. C'est le plus souvent lié à des tumeurs de la thyroïde, des carcinomes thyroïdiens qui sont sécrétants. Et en plus de ça, tous les carcinomes et même la majorité des carcinomes ne sont pas sécrétants. Il existe aussi des tumeurs non sécrétantes de la thyroïde et c'est le cas le plus fréquent. Donc l'hyperthyroïdie chez le chien, c'est vraiment très rare. Moi, j'en ai vu une dans ma vie. Tu penses que ce sera la seule, c'est ça ? Peut-être, ouais, peut-être. Et c'était un carcinome ? La dame n'a pas voulu explorer, mais... Okay. Donc en tout cas, oui, c'est vraiment très rare. Alors il y a d'autres causes, on ne va pas rentrer dans les choses rares des choses rares, mais il y a d'autres causes. Pour le coup, dans une autre espèce qui est le chat, l'hyperthyroïdie, c'est très fréquent et c'est même la première endocrinopathie, la première maladie hormonale. Et cette fois-ci, chez le chat, c'est pas comme chez le chien, elle est le plus souvent, dans 95% des cas, liée à une hyperplasie adénomateuse de la thyroïde, donc des petits nodules qui sécrète de façon autonome de l'hormone thyroïdienne et cette hormone thyroïdienne va diffuser via le sang vers tous les organes. Et ça, pour le coup, nous, on en voit plusieurs fois par semaine et je pense que c'est le cas de la majorité des centres, spécialisés ou pas, des chats hyperthyroïdiens. On en voit plusieurs fois par mois. Encore une fois, c'est la première endocrinopathie du chat. C'est une maladie qui touche plutôt les chats plus âgés, on va dire au-dessus de 8 ans, au-dessus de 7-8 ans pour les premiers chats atteints. Et après, ça peut toucher des chats jusqu'à 20 ans. Et là, pour le coup, oui, les manifestations comportementales, elles sont vraiment très fréquentes. Elles sont multiples et variées, parfois un peu étonnantes. Le plus fréquent, si on doit résumer, c'est principalement une augmentation de l'activité avec des chats qui ont du mal à trouver le repos. C'est des chats qui peuvent là aussi avoir la chose qui est rapportée assez fréquemment, c'est une altération du cycle jour-nuit avec des chats qui sont très actifs la nuit et à l'inverse excessivement actifs la nuit et à l'inverse plutôt somnolents la journée, qui peuvent être agressifs par moments, qui présentent des manifestations d'anxiété. On dit souvent qu'un des premiers signes cliniques qui doit faire suspecter une hyperthyroïdie chez un chat âgé, c'est un chat qui est tellement anxieux en consultation qu'il se met à respirer par la bouche comme un chien. Et ça doit faire penser à une hyperthyroïdie assez rapidement. C'est probablement ce qui se rapproche à ce dont tu parlais tout à l'heure chez l'humain, des crises anxieuses. Donc oui, l'hyperthyroïdie chez le chat, très fréquent et très fréquemment associé à des manifestations
comportementale. Oui. Oui. Mais ça, pour le coup, on les voit assez peu, nous, en médecine du comportement, parce que, effectivement, c'est une maladie fréquente et je pense que les vétérinaires traitants la soupçonnent très facilement et la diagnostiquent aussi. Donc, probablement. Ok, alors on peut maintenant passer à une autre hormone qui est le cortisol, parce qu'il y a donc des maladies hormonales liées au cortisol qui peut être soit en excès, soit en défaut. On compte sur toi pour nous expliquer un petit peu ça. Et encore une fois, on va te reposer la même question. Est-ce que tu vois des manifestations comportementales liées à ces endocrinopathies liées au cortisol ? Donc le cortisol, là aussi vaste sujet. Donc le cortisol, on change un peu de système. C'est une hormone qui est synthétisée par les glandes surrénales. Donc tous les mammifères ont 2 glandes surrénales, une au-dessus de chaque rein, d'où vient leur nom. Et ces glandes surrénales sécrètent en effet du cortisol sous l'action d'hormones stimulantes, là encore qui viennent d'une glande sous le cerveau, l'hypophyse. Et ce cortisol diffuse dans l'organisme et là encore va avoir une action sur plein de tissus. Si on parle du chien dans un premier temps, la maladie qui touche le cortisol le plus fréquemment chez le chien, c'est l'hyperadrénocorticisme, qu'on appelle aussi le syndrome de Cushing. Et c'est une maladie qui est caractérisée par une augmentation de la fabrication de cortisol, de la synthèse de cortisol par ces glandes surrénales. Le plus souvent, non pas à cause de la glande surrénale en elle-même, mais à cause d'une maladie de l'hypophyse, où l'hypophyse fabrique trop de l'ACTH qui stimule la sécrétion de cortisol, mais parfois aussi liée à une tumeur bénigne ou maligne de la glande surrénale. Le cortisol, c'est l'hormone qui, principalement, si on doit résumer et faire un peu de vulgarisation, gère le stress. C'est un système de réponse au stress, le stress qui peut être d'origine psychologique, mais qui peut aussi être consécutif à des maladies qui mettent l'organisme à épreuve, maladies infectieuses, inflammatoires, tout ce qu'on veut. Et là aussi, il peut y avoir des manifestations comportementales lors d'hyperadrénocorticisme, lors d'hypercorticisme. Elles sont probablement beaucoup plus annexes dans le tableau clinique de ces maladies-là. Et en réalité, pour l'interniste, pas souvent le motif de présentation. Les autres signes cliniques qui vont plutôt nous évoquer cette maladie-là, ça va être une augmentation de l'appétit, une augmentation de la soif, parfois une redistribution des graisses vers le ventre, une perte de poils. Donc ça, c'est le plus souvent par ces biais-là qu'on arrive au diagnostic. Mais en effet, là, c'est plus en général, c'est une maladie qui est assez insidieuse, qui s'installe sur plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Donc les gens ont du mal à voir leur chien évoluer avec le temps. Par contre, quand on traite cette maladie-là et que le chien redevient normal, entre guillemets, les gens ont souvent des commentaires pour nous dire je me rends compte qu'en fait, son comportement avait changé. Ça se manifeste probablement aussi par de l'anxiété, un caractère un peu là aussi hyper réactif à plein de stimuli qui habituellement étaient bien tolérés. Donc oui, on peut rencontrer des manifestations comportementales lors de syndrome de Cushing. Et c'est quelque chose que tu nous disais, que toi, Mathilde, qui était peut-être même aussi ressenti de votre côté, du côté médecine du comportement, avec un diagnostic, même parfois avant le diagnostic biologique par l'interniste, quoi. Alors, personnellement, j'en suis pas encore à être plus forte qu'un interniste. Mathilde, elle doute toujours de ses capacités, sachez-le. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit un certain nombre de chiens, en particulier des chiens âgés, et c'est vrai que c'est l'avantage aussi d'être vétérinaire et de faire de la médecine du comportement, c'est qu'on connaît évidemment les symptômes que tu évoques, et donc on peut avoir une petite suspicion. Et on voit des chiens âgés qui deviennent anxieux, et ça peut tout à fait nous conduire à vous renvoyer ces chiens-là pour traiter une suspicion, en tout cas, de syndrome de Cushing. Donc oui, c'est vrai que là, il y a un vrai renvoi de balle un peu d'un service à l'autre vis-à-vis de ces chiens-là, ouais. Et ce qu'on peut voir parfois aussi, j'y pense là, c'est peut-être un petit peu plus anecdotique, quoique, c'est que sur la fin, quand il y a une évolution très tard, à long cours de ces maladies-là, cette petite adénome hypophysaire qui pouvait initialement juste poser problème parce qu'il sécrétait trop d'ACTH qui va stimuler le cortisol, cet adénome peut grossir et finalement finir par écraser le cerveau, avec des chiens qui, là, parfois, peuvent être présentés, et cette fois-ci vraiment, juste pour des modifications comportementales au cours du suivi de leur syndrome de Cushing, avec souvent on dit que c'est des chiens qui vieillissent brutalement trop vite, qui prennent un coup de vieux. Les gens viennent vraiment nous dire en nous disant il a pris un coup de vieux, il veut plus rien faire, il est très très léthargique, et ça peut être un signe de compression du cerveau par ce qu'on appelle un macroadénome hypophysaire, et c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est-à-dire que là, la tumeur prend tellement de place qu'elle va gêner le fonctionnement du reste du cerveau. Exactement. Ce que je voulais ajouter, moi, c'est que probablement que les manifestations comportementales, notamment l'anxiété dans la maladie de Cushing,
ces modifications, ça va être des signes précurseurs, des signes avant-coureurs que les gens vont probablement pas forcément identifier et qui arrivent sûrement avant les symptômes cliniques qui, là, vont justifier une consultation en médecine interne. Probablement. Et donc là, on parlait d'excès de cortisol. On peut avoir aussi des défauts de cortisol, exactement comme on a l'hyper- et l'hypothyroïdie. On parle donc de maladie d'Addison. Est-ce que c'est fréquent et est-ce que tu vois des manifestations comportementales de cette maladie ? Beaucoup plus rare que le syndrome. C'est beaucoup plus rare que le syndrome de Cushing chez le chien. Et là encore, quand on est interniste, le plus souvent, on voit ces chiens avec des tableaux cliniques biologiques, enfin des tableaux cliniques et biologiques qui sont assez bruyants. Le cortisol, c'est nécessaire à la vie, c'est une hormone dont on ne peut pas se priver. Et en effet, cette maladie, l'hypocorticisme ou la maladie d'Addison, souvent, régulièrement, elle évolue vers une manifestation bruyante qui est ce qu'on appelle la crise addisonienne, où l'animal est présenté finalement avec un état de choc et au bord du décès en fait. Donc nous, le plus souvent, on voit arriver ces animaux avec soit une crise addisonienne, soit des signes cliniques bruyants qui évoluent depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui peut être d'ordre digestif ou d'une perte de poids, un amaigrissement. Donc oui, je pense aussi bien sûr qu'il peut y avoir des manifestations comportementales dans ce cadre-là, mais que le plus souvent, elles sont brouillées par le reste du tableau qui est beaucoup plus... qui prend beaucoup plus de place dans le quotidien des gens et qui fait que les modifications comportementales paraissent annexes à ce moment-là, mais en effet, oui, je pense que ça peut, c'est ça. J'ai en tête un chien qui était un chien adopté à La Réunion, la propriétaire nous disait que donc c'était une chienne de 6 ans, jusqu'à ses 4 ans, elle était une super chienne avec des capacités d'adaptation qui étaient vraiment importantes. Et entre l'âge de 4 ans et demi, 5-6 ans, elle rapporte une anxiété croissante avec une intolérance des inconnus, des nouvelles situations. Et finalement, à l'âge de 6 ans, elle a développé une crise addisonienne et a été diagnostiquée puis traitée. Et un retour à un comportement peut-être pas complètement normal, mais très nettement amélioré. Elle nous disait, j'ai quand même l'impression que retrouver ma chienne quand elle avait 3-4 ans. Donc probablement quand même que ça peut, chez certains chiens, alors c'est N égale 1, une expérience unique, mais probablement que chez certains chiens, ça peut se manifester comme ça. Ouais. C'est-à-dire que dans toutes ces maladies, on a quand même des modifications de l'état avec des animaux qui font des malaises et qui peut-être parfois sont au bord du malaise sans que ça débouche nécessairement sur le malaise en question. Donc ça rend anxieux de se dire qu'on peut faire... Oui, ça rend pessimiste sur l'issue des nouvelles situations qu'on peut rencontrer, tout à fait. Une autre affection dont on parle aussi régulièrement en comportement, ou en tout cas dont certains comportementalistes parlent, c'est des déficits en vitamines, et notamment la vitamine D. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu rencontres ? Est-ce que tu fais des diagnostics comme ça d'hypovitaminose en tout genre ? C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'hypovitaminose D ou d'hypovitaminose B12 ou B au sens large B1 dans des manifestations comportementales, et on voit de plus en plus d'animaux qui reçoivent parfois des traitements pour la prise en charge de ces maladies qui sont initialement présentés pour des troubles du comportement. À ma connaissance en tout cas, il n'y a pas là encore d'association prouvée entre ces modifications du métabolisme des vitamines et des changements de comportement ou des maladies comportementales. Alors, c'est sûr que c'est des vitamines et qui, pour même certaines, ont un rôle d'hormone. La vitamine D, c'est une vitamine et une hormone. Donc, c'est des substances qui, bien sûr, ont une action sur toutes les cellules de l'organisme, qui ont un rôle important pour le système nerveux, entre autres. Donc, c'est vraiment loin d'être délirant d'imaginer que, dans ce cadre-là, il puisse y avoir des modifications comportementales. Et en réalité, il y en a probablement. Mais lesquelles ? Avec quel degré de gravité ? Est-ce qu'elles arrivent avant ou après la survenue de signes cliniques autres ? Ça, on n'a pas la réponse. Les hypovitaminoses D, ça reste des maladies qui sont quand même graves, de ce qu'on connaît chez l'humain, chez le chien, chez le chat, qui peuvent être liées à plein de choses, entre autres à des maladies du rein, des maladies digestives, des maladies d'une glande qui est la parathyroïde, donc de 4 glandes qui sont juste à côté de la thyroïde, et qui peuvent parfois se traduire par des signes cliniques graves, voire entraîner le décès de l'animal. C'est des maladies qui sont plutôt rares au sens large.
Donc voilà, si je dois répondre à la question, je dirais qu'on a peu d'arguments pour penser qu'en routine, un animal qui présente des troubles du comportement doit être complémenté en telle ou telle vitamine, même s'il est possible que certaines de ces hypovitaminoses se traduisent par des troubles comportementaux. Et si j'élargis un peu la question, est-ce que tu penses qu'il peut être intéressant pour les animaux qui sont vus pour des troubles du comportement qu'on demande des dosages de vitamine D, de thyroïde, de cortisol? Est-ce que ça a un intérêt pour toi? Alors, moi, je suis toujours d'avis d'explorer. C'est-à-dire que tant ça fera que ramasser de la donnée et nous permettre de mieux comprendre ces maladies-là. Donc, si c'est uniquement pour savoir et essayer de comprendre, je pense que c'est une bonne chose. Alors après, c'est des dosages qui peuvent être régulièrement très coûteux et difficiles à réaliser parce que tous les laboratoires ne le font pas, surtout avec des méthodes d'analyse qui doivent être validées. C'est-à-dire que développer un dosage, c'est en tout cas commercialiser un dosage, c'est faisable, mais il faut que cette méthode de dosage soit validée et qu'on l'ait reconnue comme étant efficace, qu'elle dose bien le bon analyte et pas autre chose. Enfin voilà. Donc, bien sûr que prospectivement, évaluer chez des chiens présentant des troubles du comportement la concentration en vitamine D en comparaison à d'autres chiens, bien sûr que ce serait intéressant, mais je pense qu'à ce stade, il est probablement encore trop tôt pour recommander à un propriétaire et au portefeuille qui va avec, malheureusement, mais recommander au propriétaire de dépenser beaucoup d'argent dans ces explorations-là, probablement que ce n'est pas la priorité. Sur un plan scientifique, ce serait probablement très intéressant. Je dirais que sur un plan médical et de relation avec un propriétaire, c'est encore probablement exagéré à ce stade. Ok. Et du coup, si les dosages sont à la fois coûteux, à la fois difficiles à interpréter, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de nous dire, dans le doute, complémentons et donnons ces vitamines? Est-ce qu'il y a un risque à le faire? Est-ce que tu recommanderais de le faire? D'une façon générale, je dirais plutôt non, parce que la première règle de notre art vétérinaire, c'est de ne pas nuire. Donc quand on ne sait pas, il vaut mieux ne pas faire de l'excès. Pour certaines de ces complémentations, ça peut avoir des effets vraiment délétères, hein. La complémentation en vitamine D, quand elle est donnée en excès, elle va perturber plein de régulateurs du métabolisme du phosphore et du calcium. Et elle peut, en excès, avoir des conséquences graves qui peuvent être des minéralisations des tissus mous, donc des minéralisations des reins, du cœur, des muscles. Voilà, vraiment avoir des conséquences graves plutôt au long cours et avec des fortes doses, mais ce n'est pas des scénarios qui sont délirants. Et on voit régulièrement des chiens qui sont intoxiqués par la vitamine D, pas forcément parce qu'elle a été prescrite, mais parce que ça peut être des chiens qui ont accès à une source d'aliments qui contient des quantités excessives de vitamine D ou dont les propriétaires complémentent pour le bien-être, mais sans forcément penser à mal. Pour ce qui est de la vitamine B12, on disait encore il y a quelques années probablement qu'il n'y avait pas de mal à surcomplémenter un animal en vitamine B12 et que ça ne pouvait faire que du bien et que l'excès de vitamine B12 n'était pas un problème. Il y a des voix qui commencent à s'élever dans la communauté scientifique, plutôt en médecine humaine, pour penser que l'hypercobalaminèmie, donc l'augmentation de la concentration en vitamine B12, puisse être associée à la survenue de certaines maladies, du foie notamment. Alors on ne sait pas dans quel sens le lien causal s'établit, c'est-à-dire est-ce que c'est les maladies du foie qui causent l'hypercobalaminèmie ou est-ce que c'est l'inverse? Mais voilà, probablement que même si on a peu d'arguments pour penser que l'hypercobalaminèmie puisse être à l'origine de signes cliniques, complémenter en excès un animal qui n'en a pas besoin, c'est vraiment discutable. Ok. Et alors, même question pour la thyroïde et le cortisol, les hormones thyroïdiennes, et le cortisol dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que là, si on a un doute, est-ce qu'on peut complémenter? Alors, peut-être en attendant le rendez-vous avec l'interniste, mais est-ce qu'il y a un risque à le faire? Alors là, la réponse elle est un petit peu différente. Pour ce qui est de la complémentation en hormones thyroïdiennes, c'est vrai qu'elle est globalement bien tolérée chez le chien. C'est-à-dire qu'un chien a une forte capacité d'élimination de l'hormone thyroïdienne exogène qu'on va lui donner par l'alimentation, par exemple. Alors d'une part, il va peu l'absorber, c'est-à-dire qu'il a un tube digestif qui l'absorbe peu, et en plus qu'il absorbe, il va facilement l'éliminer. Donc la thyrotoxicose, l'excès d'hormones thyroïdiennes qui va être à l'origine de signes cliniques associés, c'est vraiment une manifestation, là encore, vraiment rare chez le chien. Donc est-ce qu'on va vraiment faire du mal à un chien en le complémentant à des doses usuelles, bien sûr, en hormones thyroïdiennes? La réponse est probablement non. Mais je recommanderais quand même pas de le faire parce que c'est pas parce que ça va pas lui faire beaucoup de mal que ça va lui faire du bien, d'une part. Et d'autre part, complémenter cet animal en hormones thyroïdiennes, ça veut dire rendre le diagnostic d'une hypothyroïdie
très difficile, voire impossible, pour plusieurs semaines après l'initiation du traitement. C'est-à-dire que si vous êtes vétérinaire et que vous voyez un chien suspect d'hypothyroïdie, que vous le traitez et que vous l'envoyez ensuite à quelqu'un pour avoir un second avis et essayer de pousser le diagnostic et d'établir le diagnostic de cette hypothyroïdie, le fait d'avoir ce diagnostic va probablement passer par arrêter la complémentation et répéter certains tests plus fins. Voilà. Pour ce qui est du traitement à base de corticoïdes, dans l'hypothèse où le chien serait carencé, là c'est beaucoup plus tranché. Les corticoïdes, ils ont des effets secondaires qui sont là indubitables. Et donner des glucocorticoïdes à un chien qui n'en a pas besoin, c'est vraiment une mauvaise idée. Et là encore, ça va fausser l'exploration, même si on a une suspicion, ça va fausser l'exploration des maladies associées. Alors, pour le coup, ça peut être vital dans certains cas. C'est-à-dire que si on suspecte une crise addisonienne, là, c'est un traitement d'urgence en glucocorticoïdes qui doit être initié. Mais je pense qu'il ne doit pas être initié tant qu'on n'a pas de diagnostic. Et ce diagnostic, il peut être obtenu en urgence avec des tests spécifiques. Obtenir un diagnostic de maladie d'Addison chez le chien, ça prend à peu près 48 heures. Donc, dans le doute, on laisse faire les spécialistes. Il vaut mieux s'abstenir. Les spécialistes ou des personnes des vétos qui ont l'habitude de gérer ces maladies endocriniennes. Mais en effet, dans le doute, mieux vaut ne pas nuire, en fait. On parle aussi parfois de manifestations de parasitose. Je pense notamment à la toxoplasmose, qui est quand même... Le toxoplasme, c'est un parasite qui peut se loger un peu partout et faire plein de choses. Et d'ailleurs, dont les manifestations comportementales sont connues chez le rat et la souris. Alors, certes, c'est pas forcément ces animaux-là que toi tu vois, mais est-ce que tu as un avis là-dessus ? Pas vraiment. Pour le coup, c'est des maladies qui sont vraiment rares chez le chien déjà et chez le chat en plus. Là aussi, on sait que c'est des pathogènes qui peuvent affecter le système nerveux, donc qui peuvent probablement en effet modifier le comportement. C'est-à-dire que c'est complètement légitime de penser que ça le soit. Mais là encore, l'état des preuves sur les effets réels de ces pathogènes chez le chien et chez le chat, il est proche de zéro à mon avis. C'est-à-dire qu'ils peuvent en être porteurs, mais avoir peu de manifestations cliniques, c'est ça, voire pas du tout. Tout à fait. Ok, on avance et on découvre plein de choses très intéressantes. Moi, il y a une dernière question que je voulais te poser, c'est celle des chiens qui souffrent d'un syndrome dyspeptique. Alors, moi, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de cette maladie avant de commencer à faire de la médecine du comportement, et particulièrement à l'école vétérinaire d'Alfort. Et je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeurs et nos auditrices, et particulièrement nos confrères et nos consoeurs. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu, ce sera super. Avec plaisir. Alors, je suis vraiment pas la meilleure personne pour en parler parce que c'est en effet une manifestation dont on va parler qui est un peu un sujet chaud en ce moment et dont les vétérinaires commencent à parler de plus en plus. C'est plutôt une collègue et amie qui s'appelle Valérie Fraîche, qui est vétérinaire et gastro-entérologue et qui travaille à l'école vétérinaire, qui est probablement une des premières en Europe là, à parler de cette maladie-là. Cette manifestation-là. Donc le syndrome dyspeptique, c'est un ensemble de manifestations qui se traduisent par des signes de douleur, des signes de gêne d'origine digestive et qui sont consécutifs à, on ne sait pas exactement quoi, mais probablement une inflammation à bas bruit du système digestif, l'appareil digestif, et des phénomènes de dysmotilité, c'est-à-dire ce qu'on pourrait résumer un petit peu par des crampes, des mouvements d'aller et venue du bol alimentaire au sein du tube digestif. Cette petite inflammation et cette petite dysmotilité, chez la majorité des animaux, elle est bien tolérée et elle ne se manifeste que peu. Et chez certains animaux, elle présente des manifestations très bruyantes avec des animaux qui vont manifester des signes de douleur souvent très importantes, une prostration extrême, des propriétaires qui ont l'impression que leur animal est clairement en train de mourir, alors que biologiquement et échographiquement et endoscopiquement, ces animaux ont finalement une atteinte qui est très, très peu marquée. Donc, c'est ce type de manifestation, ce type de discordance entre la gravité des anomalies détectées aux examens et la gravité clinique qu'on nomme syndrome dyspeptique. Et c'est Valérie qui s'est rendu compte que l'association, qu'il y avait une association, en tout cas que ces chiens qui présentaient un syndrome dyspeptique étaient fréquemment des chiens qui étaient
anxieux. Alors, j'ai peur d'utiliser le mauvais terme, vous me corrigez, mais des chiens qui étaient anxieux et souvent des propriétaires aussi qui sont anxieux. Et c'est que c'est cette synergie entre un chien un petit peu anxieux, un propriétaire anxieux et une petite lésion d'inflammation ou de dysmotilité qui n'aurait pas de répercussions chez un autre animal, qui prend tout de suite des proportions bruyantes. Quand je dis bruyantes, ça peut être des animaux qui vont à un vétérinaire 5 fois par mois, parfois en urgence la nuit, pour des vraies crises qui sont graves, quoi, qui sont voilà. Voilà. Et donc ces syndromes dyspeptiques, finalement, le cœur de leur prise en charge, c'est plutôt une prise en charge psychologique du propriétaire sur la base de médecine du comportement pour l'animal. Bien sûr qu'il y a une prise en charge alimentaire et médicale s'il le faut, mais c'est pas le cœur de la prise en charge. Alors à nouveau, le fait de mal se sentir de manière régulière, ça peut rendre anxieux. En tout cas, ça peut, sur un animal qui aurait tendance à exprimer de l'anxiété, aggraver cette anxiété préexistante et de la même manière se dire que de temps en temps on appelle un vétérinaire en pleine nuit et ne pas savoir quand ça peut tomber, ça peut rendre aussi les humains extrêmement anxieux. Donc qui est l'œuf, qui est la poule dans l'histoire, ça reste une éternelle interrogation, mais en tout cas ça montre que les disciplines sont vraiment complémentaires et qu'on a tout intérêt à travailler tous ensemble et à aussi se préoccuper de l'état mental du propriétaire, qui est vraiment une part importante de notre métier. Et ça montre aussi, pour moi, l'immense part d'inconnu qu'on a encore dans la compréhension de ces maladies-là, parce que ce syndrome dyspeptique, concrètement, il est mentionné dans aucune publication, dans aucun livre de référence, et pourtant, quand les spécialistes en parlent autour de tables rondes ou quoi, il y en a plusieurs spécialistes en Europe qui commencent à reconnaître cette entité-là. Donc bien sûr que ça va probablement commencer par là, avant des descriptions d'abord de cas, puis des séries de cas et des cohortes. Mais en effet, il y a probablement beaucoup de travail à faire encore quand on compare bien sûr à l'humain avec des syndromes du côlon irritable. Et voilà, il y a probablement encore beaucoup de choses à faire entre l'interaction entre la psyché, le microbiote, les lésions, enfin beaucoup de choses à faire. Et sachant que ce qu'on voit, en tout cas que vous nous envoyez en médecine du comportement, c'est toujours jusqu'à présent des petits chiens, des chiens vraiment qui font 2-3 kilos, 4 kilos. Quoi. Ouais, c'est vraiment des petits chiens. On a encore plein de choses à découvrir et beaucoup de progrès à faire. C'est vrai. Il faut rester humble, exactement. Et alors moi, la dernière question que je voulais te poser, la dernière chose dont je voulais parler, c'était évidemment quand on fait du comportement, on s'intéresse aussi aux apprentissages, à l'éducation. Et on a un certain nombre de maladies qui peuvent avoir un impact. Et c'est d'ailleurs une question assez récurrente aussi des propriétaires qui disent « j'ai l'impression que mon animal n'apprend pas, j'ai l'impression qu'il ne progresse pas ». Alors bien souvent, on va démentir ça en leur disant que si leur animal apprend, mais peut-être pas comme il voudrait, et peut-être que les apprentissages sont aussi mal menés. Mais il y a aussi des affections qui peuvent modifier les capacités d'apprentissage et la cognition de l'animal. On a parlé un petit peu de la douleur qui modifie la cognition et les capacités d'apprentissage dans un épisode précédent. Mais est-ce que, plus spécifiquement, tu rencontres des affections médicales, des affections en médecine interne qui affectent la cognition et les apprentissages ? Peut-être plus que des maladies en tant que telles, peut-être des traitements. On voit parfois, on parlait tout à l'heure des traitements à base de corticoïdes. J'ai le sentiment qu'on voit parfois des chiens qui reçoivent des corticoïdes au cours du jeune âge, mais pour des choses qui sont justifiées, souvent des maladies auto-immunes. Le corticoïde, c'est entre autres un traitement immunomodulateur qui va calmer le système immunitaire. Et donc des chiens qui reçoivent très tôt et pendant des longues durées des corticoïdes, souvent à forte dose, justifiés sur un plan médical, mais qui ont des vraies modifications de leur capacité d'apprentissage. Alors la question que je me suis souvent posée, c'est est-ce que ces chiens, est-ce que c'est aussi lié à la modification d'attitude du propriétaire face à son animal qui est débilité, qui est souffrant, qui a souvent mal. En plus, tu parlais de la douleur. Et est-ce que c'est l'attitude du propriétaire qui change et qui fait que l'animal change en conséquence ? Enfin, en tout cas, la relation propriétaire-animal change. Ou est-ce que c'est lié directement au traitement ? Ça, j'ai pas la réponse. Je sais pas si vous l'avez, mais c'est vrai que plus que des maladies qui altèrent les capacités d'apprentissage, peut-être plus des traitements, mais... Je me suis souvent posé la question sur le phénobarbital même chez l'humain, où quand même on a j'ai l'impression quand on parle avec des personnes épileptiques, ça pouvait quand même altérer de façon assez importante l'évolution psychologique ou cognitive des enfants qui prennent du phénobarbital quand ils sont épileptiques. Et je me suis souvent posé la question chez le chien également, quoi. C'est vrai que je me la pose aussi, sur le phénobarbital, en particulier alors l'épilepsie, de toute façon, ça modifie aussi évidemment le comportement et
Et j'y reviens, mais savoir qu'on peut faire une crise d'épilepsie à tout moment, il n'y a pas de doute, ça peut rendre anxieux et ça peut rendre pessimiste sur sa vie de tous les jours. Mais effectivement, quel impact des traitements, c'est une éternelle question. Je pense qu'on n'a pas fini de se la poser. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir clore cet épisode vraiment passionnant. Donc déjà, un grand merci Maxime pour toutes ces précisions. On espère que c'était pas trop technique et à la fois intéressant. En tout cas, voilà, encore merci. Merci à vous pour votre accueil. On était ravis de t'accueillir. Et j'étais ravi d'être là. Eh ben, super. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des retours, des questions, des témoignages sur vos animaux hypothyroïdiens et autres affections endocriniennes ou en tout cas en médecine interne. Donc toujours via notre compte Instagram Vétologie ou sur vétologie.podcast@gmail.com. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez, comme toujours, vous abonner et le partager autour de vous. Et nous, on vous dit à très bientôt dans Vétologie. À très bientôt. À bientôt.